Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition au sommaire de votre JT ce soir. Après Coppelia et Lac, les ballets de Monte-Carlo présentent le songe au Grimaldi Forum à partir de dimanche. Nous l'évoquerons avec la danseuse Mimosa Koike, forcément heureuse de retrouver la scène et le public. Nous ferons ensuite un point sur le chantier de l'îlot Pasteur qui doit notamment accueillir le nouveau collège. Et puis nous ouvrirons une page sport avec du basket. La Roca Team est arrivée à Kazan pour le match 2 de la finale de l'Eurocup. Nous y rejoindrons notre envoyé spécial Frédéric Elion avant de parler de cette rencontre avec le journaliste sportif David Cosette. Mais avant cela, alors que l'on attend dans les heures qui viennent les nouvelles modalités entourant les mesures sanitaires en vigueur en principauté, le président français Emmanuel Macron a d'ores et déjà donné les contours des différentes phases du déconfinement en France. Un déconfinement qui s'articule autour de 4 grandes étapes. Sandrine Nègre. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Une date tout d'abord à retenir, toute proche, celle du 3 mai, qui va être marquée par la fin de l'attestation en journée, la levée des restrictions pour les déplacements interrégionaux et les réouvertures en demi-jauge des classes pour les élèves de 4e et de 3e, idem pour les lycéens. Passons au 19 mai, couvre-feu repoussé à 21h, réouverture des commerces, des terrasses de bars et restaurants, mais pas seulement. La nouvelle était très attendue par le monde de la culture et une très grande partie de la population. Réouverture des musées, des salles de cinéma et des théâtres, avec bien sûr des jauges limitées. Réouverture aussi des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs, toujours avec des jauges limitées. Le 9 juin, le couvre-feu passera à 23h. Le service en salle dans les cafés et les restaurants sera possible mais limité. Les salles de sport ouvriront de nouveau leurs portes. Un pass sanitaire sera mis en place pour permettre l'accueil jusqu'à 5000 personnes dans les lieux de culture et les établissements sportifs. Pass qui sera aussi d'actualité pour la réouverture des foires et salons. À cette date, les touristes étrangers avec ce pass pourront être accueillis en France. Enfin, le 30 juin, fin du couvre-feu, fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale, possibilité d'accéder à tout événement de plus de 1000 personnes en extérieur et en intérieur avec passe sanitaire, maintien des gestes barrières, discothèques toujours fermées. Et dans le reste de l'actualité en principauté, un mot de diplomatie. Oui, régulièrement tout au long de l'année, le prince Albert II reçoit au palais des lettres de créance accréditant ainsi de nouveaux ambassadeurs auprès de la principauté. Eh bien, ce jeudi précisément, 4 ambassadeurs se sont succédés. Ils représentaient le royaume hachémite de Jordanie et 3 républiques, celles de l'Argentine, du Bénin et du Népal. Ces lettres sont aussi l'illustration des liens diplomatiques qui existent entre la principauté et ces pays. Autre exemple des liens qui unissent Monaco et les pays étrangers, ce prochain mai binaire. Oui, sur le plan économique, avec ce nouveau mai binaire destination business consacré à l'Espagne et sa capitale Madrid le 11 mai à 11h, le rendez-vous sous l'égide de l'ambassade de Monaco en Espagne sera proposé par le MEB afin d'en savoir plus sur ce pays du bassin méditerranéen qui souhaite transformer son modèle productif selon 4 grandes priorités: la transition écologique, la transition numérique, la cohésion sociale et territoriale et l'égalité femmes-hommes. Pour connaître toutes les modalités, n'hésitez pas à écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Et une information pratique qui va intéresser les usagers des bus de Monaco, Sandrine. Samedi, jour de la fête du travail, qui est un jour férié. Comme tous les ans, à l'occasion de cette journée, eh bien, la compagnie des autobus de Monaco fait savoir à ses usagers qu'il n'y aura pas de desserte par autobus du réseau urbain de la Principauté. En revanche, pas de jour chômé pour les monabikes, par exemple, donc n'hésitez pas si besoin à vous déplacer en vélo. C'est bon pour la forme et pour la planète. Les déplacements à pied sont aussi, vous le savez, facilités sur le sol monégasque par les différentes liaisons mécaniques, ascenseurs et escalators. C'est noté, merci Sandrine. Ce jeudi 29 avril correspond à la Journée internationale de la danse, l'occasion pour nous de mettre en lumière, comme nous le faisons souvent sur notre antenne, les ballets de Monte-Carlo. La compagnie vient de présenter Coppelia et Lac au Grimaldi Forum et s'apprête à proposer le songe, des représentations en présence du public et ce dans le plus strict respect des mesures sanitaires. Pour aborder cela, nous avons contacté l'une des danseuses des ballets de Monte-Carlo. Bonsoir Mimosa Koike. Bonsoir Émilie.
Il y a eu un goût d'inachevé en fin d'année. J'imagine que vous êtes heureuse de retrouver la scène, de renouer avec le public. Hein. Oui, exactement. C'est vrai qu'on y était presque. Même j'étais sur scène en train de danser, mais malheureusement, voilà, on devait s'arrêter. Mais là, du coup, on est très, très heureux de revenir sur cette scène de Grimaldi Forum. C'est un vrai défi dans le contexte sanitaire actuel de se produire sur scène? On ressent un peu la difficulté, mais en même temps, vraiment, grâce à le test chaque semaine, on continue à vraiment travailler. Et puis, pour ça, vraiment, je remercie notre directeur Jean-Christophe, tous les teams, famille, les ballets de Monte-Carlo, plus évidemment le gouvernement monégasque. Et puis, on est conscient qu'on a beaucoup de chance d'avoir les publics, de pouvoir danser devant les publics. Ça nous touche vraiment. Oui, le public est au rendez-vous. Comment se sont passées les représentations de Coppelia et de Lac? Ça s'est très bien passé. Évidemment, ce n'est pas rempli à 100% à cause de cette situation, mais voilà, on ressent vraiment le bonne énergie de public et grâce à ça, on est vraiment très heureux. Et avec le songe, ce sont des créations emblématiques de Jean-Christophe Maillot que vous connaissez très bien, Mimosa. Hein. Oui, j'étais dans la création aussi. Et ça fait un moment que je crois qu'on n'a pas joué à Monaco. Donc, on est très heureux de pouvoir donner ça. Et puis, je crois que c'est jusqu'au 4. Donc, j'espère que vous allez tous venir nous voir danser. Et, voilà, on sera ravis. La confiance de Jean-Christophe Maillot de vous attribuer de grands rôles dans ces classiques, cela vous touche? Oui, ça me touche, évidemment. Et ça fait, je crois, 19e année que je suis dans cette compagnie. Donc voilà, je suis toujours très heureuse de pouvoir danser. Et puis devant ces voilà, grands publics, je suis très heureuse. Justement, Mimosa, qu'est-ce que les ballets de Monte-Carlo représentent pour vous? C'est une seconde famille? Ouais, c'est exactement ça. Parce que, en fait, je suis partie à 15 ans de chez moi. Et puis, voilà, comme je vous dis, 19e année ici, c'est vraiment beaucoup de temps ici. Ça fait partie voilà, de ma famille, deuxième famille. C'est tout. J'ai pas d'autre mot à dire. Alors là, vous produisez au Grimaldi Forum. Vous avez hâte aussi de pouvoir repartir sur les routes. Je crois qu'une date est prévue en Espagne prochainement. Oui, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas parti. Et c'est vrai que nous, dans cette compagnie, c'est presque voilà, moitié d'année. On était partis en tournée. Donc ça nous manque. Ça nous manque aussi de pouvoir voyager, et puis de voir d'autres cultures, d'autres nourritures, d'être aussi avec, voilà, avec mes collègues, de voyager. Voilà, j'ai hâte. Et en attendant, on vous retrouve donc sur la scène du Grimaldi Forum avec les ballets de Monte-Carlo pour le songe jusqu'au 4 mai. Merci beaucoup, Mimosa Koike, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Parlons de toute autre chose à présent. Régulièrement, nous faisons le point sur les différents chantiers de la Principauté. Aujourd'hui, focus sur celui de l'îlot Pasteur. Les premiers équipements, et notamment le nouveau collège, seront livrés courant 2024. Alexandra Pani, vous aviez déjà réalisé un reportage sur ce chantier il y a quelques mois. Où en sont les travaux, Alexandra ? Oui, c'était exactement il y a 3 mois. Je suis donc de retour sur ce chantier de l'îlot Pasteur. Et vous pouvez le constater derrière moi, il y a eu beaucoup d'évolutions. Comment ça se passe aujourd'hui? On est dans les temps, on voit que ça avance bien. Oui, je confirme les propos d'il y a 3 mois, on est dans les temps. Donc on vient de franchir une grande étape qui est la fin des fondations. Donc sur la côté canton, donc on va pouvoir démarrer le gros œuvre maintenant, à l'instar de ce qui s'est déjà fait côté Cap d'Aille, avec l'élévation du côté collège. Donc là depuis, en plus entre-temps, donc côté collège, le gros œuvre a continué. On a continué à faire monter les éléments structuraux principaux du collège. Et là, d'ici à l'été, là, on va avoir une prochaine phase assez importante qui est qu'on va pouvoir créer le parvis, le futur parvis piéton au-dessus de la piscine et du gymnase. Donc on va avoir quasiment près de 60% du futur parvis là, devant Millennium Villa Pasteur. Et après, d'ici l'automne à peu près, on aura fini la grande dalle parvis, y compris au-dessus de la future espace Léo Ferré. Pour le public, ce qui sera vraiment visible, c'est ce que vous disiez, fin d'année, c'est ça, et après fin de chantier?
Et après, donc, alors, on va dire que le gros œuvre déjà, le collège et l'immeuble de bureaux, on les verra apparaître déjà courant 2022 jusqu'à 2023. On va dire que le gros œuvre sera déjà terminé pour le public. Ils verront déjà à quoi ressemble après l'îlot Pasteur. Ce qu'ils ne verront pas, ce sont les terrassements des 4 niveaux de parking qui vont se faire à l'abri de cette fameuse boîte. Donc vous ne verrez pas ces travaux-là. Et pourtant, c'est quand même important, c'est quand même un parking public de 900 places. Et cela, on va les faire qu'à partir de maintenant, quasiment, enfin entre maintenant et fin d'année. Ils vont se terrasser jusqu'à 2023. Le gros œuvre va se construire après depuis tout le bas, donc ça ne se verra pas du tout. Et puis après, donc viendront, après quasiment, il y aura à peu près 250 personnes à peu près sur le chantier, voire un peu plus, en pointe, pour vraiment après venir équiper, installer, aménager tous ces locaux-là. Parce que bon, le collège, les bureaux, plus tout ce qu'il y a dessous, hein, avec le gymnase, la piscine, l'espace Léo Ferré, un centre de tri postal, une médiathèque. Merci beaucoup. Je vous en prie. 100 000 mètres carrés de construits donc au final pour ce chantier impressionnant. Il faudra encore un petit peu patienter, mais vous l'aurez compris, on sera prochainement de retour pour suivre l'avancée des travaux. Effectivement, merci Alexandra. Un mot à présent sur cette convention de partenariat entre l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires et l'Université Nice-Côte d'Azur. Un partenariat pédagogique et scientifique officialisé aujourd'hui et qui présente plusieurs objectifs. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy et de Serge Prémont. Afin d'assurer la préparation des étudiants au concours de la magistrature et à l'examen d'avocat en principauté, l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires voit le jour le 12 avril dernier, une dynamique créée autour de plusieurs objectifs. Il s'agit donc de mettre en place un cycle de préparation qui correspond à un besoin, à une utilité et qui était demandé aussi à la fois par les étudiants mais également aussi par le jury. Le deuxième objectif est d'assurer des séminaires de formation continue pour les magistrats, les avocats et l'ensemble des professions judiciaires. Et celui-ci plus ambitieux, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'organiser des colloques, des manifestations sur des thématiques juridiques, des colloques qui peuvent avoir une dimension aussi internationale. Et puis le quatrième objectif, celui qui est important aussi et auquel je tiens beaucoup, c'est de promouvoir et diffuser la jurisprudence, la doctrine monégasque sur le droit et sur ses évolutions. Afin de compléter leur formation, les candidats inscrits à l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires bénéficieront de certains cours gratuits dispensés par la faculté de droit. Le secrétaire d'État à la justice et le président de l'Université Côte d'Azur ont procédé à la signature d'une convention de partenariat afin de concrétiser cette coopération. Elle participe au rayonnement de nos territoires, à l'excellence de nos territoires. Et la seconde, elle permet de tisser des liens encore plus forts entre Université Côte d'Azur, qui est l'une des 9 universités d'excellence en France, et la Principauté de Monaco, ce qui était déjà le cas dans certains secteurs. Et là, on investit un nouveau secteur, les sciences juridiques et politiques, et c'est véritablement pour nous extrêmement important. On ouvre un nouveau niveau de performance dans le domaine des sciences juridiques et politiques qui s'est vraiment extrêmement fortement structuré depuis quelques années à l'Université Côte d'Azur, et puis on l'ouvre justement avec nos partenaires et la Principauté. Le cycle de formation pour le concours d'avocat débutera le 17 mai prochain avec un examen prévu en fin d'année. Quant au cycle préparatoire au concours de la magistrature qui aura lieu en 2022, commencera après les congés d'été. Ouvrons une page sport maintenant. Vous le savez, la Roca Team a arraché dans les dernières secondes le match 1 de la finale de l'Eurocup face à Kazan. Les Monégasques se sont envolés pour la Russie au lendemain de leur victoire. La Russie, où vous vous trouvez actuellement avec l'équipe de Zvezdan Mitrovic, Frédéric Elion. Effectivement, c'est ici à Kazan, dans le Tatarstan, que l'AS Monaco Basket s'apprête à disputer la rencontre la plus importante de son histoire. Monaco est à 40 minutes d'un sacre européen en Eurocup. Les Monégasques sont arrivés hier soir, ici en Russie, après un périple de plus de 15 heures passées dans les aéroports et les avions. It was a long trip, 3 flights, took all day. So today's just about getting a little bit active, getting the muscles going again, but not too much. I still need a rest because I got a big one tomorrow. Yeah, of course. We would always wish to end it sooner, so that's the goal. So that's how we're going to approach it.
Et le programme de la journée est un petit peu particulier pour une veille d'avant-match. Pas d'entraînement dans la salle de Kazan, mais plutôt un réveil musculaire. Et comme vous pouvez le voir, les joueurs sont d'ailleurs partis en taxi, mais pas en bus, puisqu'ici, ce sont les vacances scolaires en Russie. Il n'y avait aucun bus de disponible pour donc se rendre à la salle de musculation. C'est donc ce soir que les joueurs de Zvezdan Mitrovic pourront s'entraîner pour la première fois dans la salle de Kazan avant le match demain, 19h, heure russe. Et 18h heure française. Merci Frédéric. Et pour aborder ce match le plus important de l'histoire de la Roca Team, comme vous venez de le dire, nous sommes avec le journaliste sportif David Cosette. Bonsoir David. Bonsoir. Que vous inspire déjà la victoire de la Roca Team mardi dernier face à Kazan? Vous étiez d'ailleurs à Gaston Médecin pour vivre ce match. Oui, j'ai eu la chance d'être dans la salle. La victoire du cœur, parce que je crois que Kazan devait se voir beau vers la fin du match avec une victoire à l'extérieur. Et franchement, c'était assez mal embarqué. Et c'est un peu la constante de Monaco cette saison. Et puis aussi les autres saisons avec le coach Zvezdan Mitrovic. C'est la défense qui a permis de remporter ce match. Et ça tombe bien parce que je crois qu'ils vont en avoir un petit peu besoin sur le match retour. Ouais, c'était un match complètement fou, jusqu'au bout du suspense, un peu comme en demi-finale face à Gran Canaria. Nos nerfs ont été mis à rude épreuve et c'est plutôt sympa. C'est aussi pour ça qu'on aime le basket. C'est quand ça se joue sur des dernières possessions. Mais c'est clairement une vraie pub pour le basket et une vraie pub aussi pour Monaco de réussir à s'imposer avec la manière. Oui, c'était important de remporter ce premier match à domicile pour le mental déjà et puis pour aborder ce déplacement avec peut-être un peu plus de sérénité. Honnêtement, même si évidemment le club dira le contraire, les joueurs diront le contraire, mais si Monaco avait perdu ce premier match à la maison, j'aurais pas joué beaucoup d'argent sur une victoire au final et un trophée soulevé par le capitaine. Parce que Kazan joue à domicile, joue avec du public, avec ses repères, etc. Et on sait, le public, à quel point ça joue, ça influe sur le résultat d'un match. Donc vous partez en Russie, où généralement les clubs français, c'est toujours compliqué, après un déplacement très très long, fatigant, etc. Maintenant, on sait aussi que dans ce genre de configuration, ce sera probablement plus facile de gagner le match 2 qu'un éventuel match d'appui. Mais ce n'est pas pour autant terminé. Même si Kazan, qui va être vexé, qui aura un peu la rage, peut remporter ce match 2, il restera une vraie chance sur le match 3. Et selon vous, David Cosette, est-ce que Monaco a les armes pour remporter son premier titre européen ? Oui, Monaco a clairement les armes s'il s'appuie sur cette défense. Là, ils ont fait des choix tactiques. On l'a vu clairement sur le premier match parce qu'ils permettent à un pivot qui n'a rien fait de la saison de flamber comme ça. C'est une option qui, au final, a été payante. Et une équipe de Kazan qui est d'abord talentueuse par ses meneurs, ses arrières, enfin ses extérieurs, qui, eux, n'ont pas montré grand-chose. On pense à Jamar Smith, l'ancien joueur de Limoges, qui est un redoutable shooter. Ça a été payant. Après, on sait que quand il y a des affrontements comme ça, les matchs ne se ressemblent jamais. Ce sera probablement d'autres options tactiques. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas assez expert, mais ce sera sûrement d'autres options tactiques de la part de coach Mitrovic, également de la part du coach grec en face. Il y a un côté partie de poker d'un match sur l'autre et c'est ça aussi qui rend une série passionnante. David Cosette, vous qui avez suivi le basket pendant des années, vous continuez de le suivre. Et quel regard portez-vous sur l'ascension de la Roca Team depuis ces 10 dernières années ? On avait beaucoup parlé de Nanterre qui, en l'espace de 20 ans, était passé en gros de la 10e division à un titre de champion de France au début des années 2010. Monaco, c'est la même chose, mais en plus concentré. C'est quand même dingue. Moi, j'habite à Hyères ici, je vois l'équipe de Hyères-Toulon qui est en National 2. C'était le classement de Monaco. Il y a une demi-douzaine d'années, c'est quand même complètement incroyable d'être en passe de remporter l'Eurocup qui est, parce qu'il y a quand même pas mal de Coupes d'Europe, c'est quand même la meilleure Coupe d'Europe après l'Euroleague. C'est un truc qui semble un peu surréaliste, mais de passer ainsi de division en division chaque saison et d'aller jusqu'à la finale de l'Eurocup, c'est une histoire de sport merveilleuse telle que des scénaristes à Hollywood seraient capables d'en faire. Parce que si on fait un film là-dessus, on se dit non, c'est quand même un petit peu too much. Si, pour le coup, c'est arrivé. Et jouer l'Euroleague la saison prochaine.
et jouer l'Euroleague la saison prochaine. Alors on a tous hâte, nous tous qui sommes tout près de Monaco pour voir les plus grands cadors européens et puis aussi les meilleurs joueurs français qui vont venir sur le parquet de Monaco. Ça fera des retrouvailles géniales. C'est le summum du basket européen. Ça fait saliver tout le monde. Après, moi, je m'interroge juste, j'en ai parlé un petit peu avec l'entourage du club quand je suis passé il y a 2 jours, où est-ce que ça va se jouer? Et je sais que le prince souhaiterait que ça se joue vraiment à domicile. Au cœur de Gaston Médecin, même si la salle n'est pas forcément adaptée. C'est vrai que la période Covid peut permettre, pourquoi pas, à Monaco, quitte à ne pas avoir trop de spectateurs, eh bien d'accueillir les plus grands d'Europe sur son parquet, et ce serait quelque chose de formidable. Dernière question, David Cosette, vous l'avez dit, hein, aucun match ne se ressemble, mais est-ce que vous avez un pronostic pour le match de vendredi, le match de demain? Je suis obligé de dire Monaco. Je suis obligé de dire Monaco, évidemment. Évidemment, ce ne sera pas facile, hein, mais il y a un vrai coup à jouer et elle l'a montré plus tôt dans la saison. Je pense que c'est vraiment un challenge qui leur va bien et c'est super qu'ils soient partis dès le lendemain matin très tôt du premier match parce qu'on sait qu'après ça pèse dans les jambes, les transferts et tout ça. Là, ils devraient être à peu près frais en arrivant plus de 48 heures avant le match. Donc on croise les doigts, on est avec eux évidemment. Et on est avec eux aussi. Merci beaucoup David Cosette d'avoir été avec nous pour porter votre regard sur cette finale de l'Eurocup. Merci infiniment. Merci. Et Sandrine, où pourrons-nous regarder ce match 2 de la finale de l'Eurocup? Comme pour les précédents matchs, Émilie, très bonne nouvelle pour tous les supporters des Rouges et Blancs. Monaco Télécom a annoncé la diffusion de ce match en clair sur la box canal 132 sur RMC Sport 2. Émilie, 2 mots, Dag et Monégo. Oui, tous derrière la Roca Team. Autre ballon, autre sport, un mot de rugby à présent, Sandrine. Elle s'appelle Barbade Jouan. Elle, c'est la mascotte de la future édition 2021 du Monaco Rugby Sevens. Je dis elle car c'est une mascotte, mais en réalité, mieux vaut dire il, puisqu'il s'agit d'un goéland et plus précisément d'un gabian, comme on dit à Monaco. Il a été créé par Richard Molinier. Le tournoi se déroulera au Stade Louis II les 19 et 20 juin prochains. 24 équipes participeront. Les 2 meilleures équipes féminines et la meilleure équipe masculine décrocheront d'ailleurs leur ticket pour les JO de Tokyo cet été. Nous suivrons bien sûr tout cela pour vous sur Monaco Info. Ovalie toujours avec ces nouvelles de l'AS Monaco Rugby. L'AS Monaco Rugby a lancé son premier webinaire, une conférence avec Charles Olivon, capitaine du 15 de France, et Fanny Horta, capitaine du 7 de France féminin, sur le développement du rugby à Monaco, qui a ainsi été proposé. Prochain événement, sachez-le, une journée découverte et de détection le samedi 15 mai, à travers une journée portes ouvertes sur le terrain Prince Héréditaire Jacques de Vins. Information au 06 62 52 06 99. Vous aurez très certainement reconnu sur l'affiche Antoine Zegdar. Et avant de refermer ce journal, un coup d'œil sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de vendredi, Sandrine? Eh bien, le dernier jour du mois d'avril s'annonce gris et pluvieux. Peu d'amélioration au fil de la journée. Les nuages s'intensifieront même dans l'après-midi. Le mercure sera compris entre 12 et 17 degrés. Nous fêterons ce vendredi les Robert. Merci Sandrine et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nous évoquions tout à l'heure les futures représentations des ballets de Monte-Carlo au Grimaldi Forum. La compagnie vous donne rendez-vous dès dimanche pour le songe. On se quitte justement avec les photos de Michael Alési. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Bonne soirée à tous.